J'appelle maintenant Lucia Piccioni à venir au pupitre. Donc, Lucia Piccioni a obtenu une thèse en histoire de l'art à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS de Paris, en co-tutelle avec la Scuola Normale Superiore de Pise, intitulée « Peinture et politique pendant le fascisme italien, italianité en conflit ». Après avoir été pendant 4 ans chargée d'études et de recherche à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris, l'INHA, elle est actuellement chargée de cours à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et boursière post-doctorat au Deutsches Forum für Kunstgeschichte, le centre allemand d'histoire de l'art de Paris, dans le cadre du sujet annuel « Les arts à Paris après la Libération ». Lucia Piccioni a notamment co-dirigé avec Catherine Fraisse et Christophe Poupeau l'ouvrage « Vers une Europe latine, acteurs et enjeux des échanges culturels entre la France et l'Italie fasciste », publié l'année dernière. Et elle va nous parler aujourd'hui donc de la notion de synthèse dans l'art italien et notamment dans la critique italienne entre 1900 et 1940. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée et en particulier Ophélie Ferlier de m'avoir invité à prendre la parole sur un argument qui m'est cher et que j'ai traité dans ma thèse de doctorat soutenue tout récemment. Donc, il s'agit de l'art italien, de la peinture de la première moitié du XXe siècle. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la notion de synthèse. Elle est récurrente dans les manifestes futuristes ainsi que dans les discours de la critique d'art Margherita Sarfatti sur le groupe Novecento. J'ai donc appréhendé cette notion de synthèse comme une catégorie opératoire pour étudier ces deux mouvements et en particulier pour tenter de comprendre la place que ces mouvements attribuent à l'individu au moment où le fascisme œuvre à englober les singularités de l'État fasciste. Dans les écrits des futuristes Filippo Tommaso Marinetti et Umberto Boccioni, ainsi que dans les corpus théoriques de Margherita Sarfatti, la notion de synthèse est conçue comme la spécificité même de l'art italien et notamment de son supposé caractère méditerranéen et latin. L'éloge de l'art italien comme synthétique va de pair avec une critique de l'impressionnisme et du divisionnisme, jugées comme des expériences esthétiques individualistes, analytiques et décadentes, propres aux pays du Nord. La production artistique est ainsi interprétée selon une lecture géographique de l'histoire de l'art, résultant de caractéristiques territoriales et climatiques du lieu. L'art italien serait donc un art du Sud, dont la synthèse cautionnerait son caractère métaphysique, tandis que les pays du Nord produiraient un art individualiste et matérialiste. J'insisterai donc sur cette rhétorique qui oppose le futurisme et le Novecento à l'impressionnisme et j'expliquerai en quoi la peinture impressionniste constitue un contre-champ esthétique et politique permettant de réfléchir aux enjeux idéologiques de la place de l'individu dans l'art. Cette opposition est au cœur des discours dès le début du mouvement futuriste, fondé en 1909 par Filippo Tommaso Marinetti. En 1914, Umberto Boccioni intitule un chapitre de son ouvrage théorique le plus important, Peinture et sculpture futuriste, dynamisme plastique, pourquoi nous ne sommes pas impressionnistes. Boccioni reconnaît à l'impressionnisme le mérite d'avoir rompu avec la tradition mimétique de la représentation, d'avoir, je le cite, ouvert la voie à une identité entre intérieur et extérieur, et d'avoir à la fois conquis et créé un nouveau corps, l'atmosphère. S'il voit donc chez les impressionnistes les précurseurs de deux principes fondamentaux de l'art futuriste, c'est-à-dire les principes d'identité entre la sensation et la création et la compénétration des plans, il conçoit néanmoins les expériences impressionnistes comme étant limitées, car, écrit-il, elles sont, je les cite, une négation violente de la fantaisie et du mystère. Boccioni estime que la frénésie expérimentale poussait les impressionnistes à immortaliser les fugitifs instants lumineux, au point que, dit-il, l'apparence prit la place de la réalité. Et il conclut, au lieu de voir la lumière et les objets comme des idées plastiques absolues, ils les soumirent à la relativité du temps et du lieu. Boccioni assigne au futurisme la tâche de dépasser l'héritage impressionniste. Il s'agit, selon lui, de synthétiser, je le cite, tous les instants, de temps, de lieu, de forme, des couleurs-tons,
en opposant au relativisme impressionniste l'intention futuriste de universaliser l'accidentel et de restituer l'éternité de l'impression. On peut voir la représentation presque littérale de ces principes dans la toile de Boccioni, Vision simultanée de 1912, mise en scène picturale du concept de simultanéité où l'entrelacement des plans et la déconstruction en facettes du personnage féminin et du paysage urbain incarnent la temporalité synthétique d'une perception multisensorielle de la réalité. Or, selon Boccioni, seuls les peintres italiens possèdent cette capacité de synthèse, car les peuples de septentrion, je les cite, étant nordiques, gothiques et par conséquent inférieurs, ne purent jamais arriver à la synthèse latine. Pendant les années 1914-1920, plusieurs manifestes futuristes reprennent cette notion de synthèse, à laquelle Marinetti assigne une signification politique et guerrière dans les célèbres manifestes Synthèse futuriste de la guerre, où il schématise selon les règles typographiques de mots à liberté l'attaque du futurisme contre le passéisme et prône l'intervention de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. Dans les recueils de textes qui portent les titres de la célèbre devise « Guerre seule les gènes du monde », Marinetti définit la guerre comme, je cite, « la synthèse culminante et parfaite du progrès, vitesse agressive, plus simplification violente des efforts vers le bien-être. La guerre est considérée comme un moyen pour accélérer les processus de transformation et de perfectionnement de l'homme et de la nature inaugurés par l'ère mécanique. » Après la Première Guerre mondiale, on assiste à la montée au pouvoir de Mussolini qui, avec la marche sur Rome en 1922, instaure les régimes fascistes. Le futurisme est progressivement ostracisé par Mussolini, alors que ces derniers s'emploient à structurer les régimes par la promulgation des lois dites fascistissimes. Entre 1925 et 1926, ces lois vont profondément modifier la structure institutionnelle et juridique de l'État italien et permettent à Mussolini de s'autoproclamer chef du gouvernement, tandis que la loi sur la presse prévoit la censure de toute forme d'opposition. La dictature est en place. L'idée que la synthèse soit une caractéristique de l'art italien réapparaît pendant les années de l'instauration du régime fasciste dans les textes de l'influente critique d'art Margherita Sarfatti, qui fait l'apologie des 7 peintres du Novecento. Je les nomme Anselmo Bucci, Leonardo Dudreville, Achille Funi, Gianlemilio Malerba, Piero Marussi, Ubaldo Oppi et Mario Sironi. La théorisation de la peinture du Novecento est fondée sur une opposition constante avec l'impressionnisme. Dès 1920, Sarfatti se félicite que les peintres du Novecento aient à nouveau fait de l'homme, j'emploie ces mots, la mesure classique par excellence. Selon elle, cette réhabilitation met fin à l'impressionnisme accusé d'avoir remis en question la centralité de l'homme en le réduisant, je la cite encore, à une espèce de vague prétexte au jeu de l'air et de la lumière, lui donnant la même valeur qu'une maison, une chaise ou un arbre. L'effacement de toute hiérarchisation du sujet, la prédominance de la couleur sous la ligne, les volumes sont, aux yeux de Sarfatti, les reflets de la perte de centralité de l'homme et de l'aspiration démocratique à représenter objectivement la réalité. Elle considère les caractères naturalistes et l'attention aux détails de la peinture impressionniste comme l'expression d'une attitude servile de l'homme vis-à-vis de la nature, tandis que les caractères synthétiques et l'importance de la composition seraient propres à un art dit italien, méditerranéen et classique. Sarfatti lie clairement à la peinture impressionniste un projet politique. Elle déclare que la dissolution de forme dans les œuvres impressionnistes serait l'expression d'une conception de la vie, je cite, désespérément individualiste et libertaire, qui n'est limitée par aucun frein objectif, tandis que le divisionnisme correspondrait à l'extrême dissolution impressionniste pulvérisée dans l'atmosphère que fut le léninisme divisionniste. Cette conception de l'impressionnisme comme un art de démocratie du XIXe siècle conduit Sarfatti en réflexion sur les rapports de l'homme à la nature et au temps. Là où la peinture impressionniste s'attache à représenter selon ce mot ce qui dans la vie est fluide, lumière, air, sensibilité, dans le but d'arrêter l'instant, fixer l'éphémère, l'arbitraire et l'accidentel, l'école italienne fait preuve de synthèse, dit-elle, par la transfiguration de la beauté éternelle, par, précise-t-elle, la lumière immobile de la grande peinture classique, cette même lumière qui se reflétait au zénith du ciel de Rome et qui semblait maîtriser les temps, pour les transformer en matière plus noble, la matière de l'éternité. Contre l'éphémère impressionniste, Sarfatti oppose la figure de l'artiste du Novecento, magicien voyant,
capable d'enfanter des géométries spirituelles où l'homme et l'ordre sont les jalons de la nouvelle ère fasciste. Dès 1922, on observe avec récurrence la figure de l'architecte dans la peinture de Novecento. L'architecte de Mario Sironi, l'architecte Chiattone d'Achille Funi sont deux exemples des bâtisseurs de nouvelle ère. Les portraits de ces constructeurs munis de leurs instruments comme les compas et l'équerre au premier plan, peints sur un fond d'architecture classique et moderne, s'inscrivent dans cette réflexion sur le rôle de l'artiste magicien, constructeur de nouveaux mythes fascistes. Les motifs de l'équerre est également présent dans la nature morte intitulée Vénus de 1930 de Mario Tozzi, personnage important, membre de Novecento et fondateur du groupe des Italiens de Paris qui semble illustrer les propos de Sarfati concernant la fonction de l'art. Il s'agit de bâtir à travers des instruments rationnels, l'équerre, un nouveau cosmos, relié au symbole de la latinité, tels que les coquillages et la sculpture grecque. Cette exaltation de l'homme par le mouvement Novecento ne s'introduit pas seulement sur le plan iconographique, mais aussi par la prépondérance des figures humaines, mais aussi par les styles néoclassiques, lesquels a même, selon Sarfati, anticipé les fascismes dans les retours à l'ordre. Je la cite. En ce qui concerne l'art, il faut convenir que le fascisme n'a fait que renforcer les mots d'ordre, que l'art batailleur et le rénovateur, les vrais, les saints arts d'avant-garde modernes avaient déjà deviné et annoncé pour son propre compte. Comme toujours, l'art, éternel rhabdomacien, avait présagé des besoins et des courants souterrains et secrets qui n'étaient pas encore manifestes ni ressentis. Dissimulés dans la lumière de l'esprit, les poètes et l'artiste créaient leurs propres fantasmes jusqu'à ce que le monde s'éveille à des espoirs et des pensées jamais entretenus auparavant. Ces nouveaux mots d'ordre fasciste peuvent se définir comme une acception héroïque et anti-rhétorique du nouveau classicisme. Dans l'art comme dans tous les restes, la tâche du fascisme est d'abord de nettoyer, d'assainir progressivement. Nous avons besoin moralement de ces actes, dont la matraque est le symbole immédiat, agilité, rapidité, droiture dépourvue d'ajouts superflus et d'encombrements parasites. La matraque fut à l'origine, même avant le fascisme, dans la saine tradition populaire des théâtres des Guignols, comme dans celle des poèmes chevaleresques, les symboles de la justice expéditive. L'art d'aujourd'hui a justement besoin de ceci. Cette citation nous fait pénétrer au cœur de l'idéologie du fascisme révolutionnaire de premières heures, remet en question le concept même d'autonomie de l'art que l'oscillographie invoque généralement concernant Margherita Sarfati. À travers ses discours, Sarfati démontre en effet à quel point art et politique sont liés. Si la politique doit faire preuve de violence pour parvenir à ses fins, l'art doit aussi en faire les mêmes usages pour bousculer les conventions. Cette équivalence fait du coup des matraques comme du coup de pinceau un acte créatif. Cette incitation sans équivoque à la violence dans la mesure de l'investissement de Sarfati dans les projets culturels fascistes. Au fil de nombreux écrits, Sarfati étale les fondements esthétiques de Novecento qu'elle résume dans la formule, je cite, « discipline, ordre, hiérarchie », c'est-à-dire en peinture, dessin, composition, style. À propos de la toile « La Terre », d'Achille Funi, par exemple, elle fait l'éloge de la solidité picturale ainsi que de la construction sans emphase rhétorique qui rappelle et précise-t-elle celle des peintres renaissants Lorenzo Costa et Francesco del Cossa. L'évocation du sujet mythologique de la femme aux fruits, qui évoque Flore au Pomone, introduit l'étude stylistique des éléments naturels, objet privilégié de l'intérêt des Sarfati qui démontre que les fruits, les fleurs, les nuages, je la cite, obéissent à des lois spatiales certaines. Cet attachement au principe géométrique est sous-tendu par l'opposition au traitement impressionniste de la nature où les fleurs, les nuages échappent au contraire à la ligne régulatrice que Sarfati célèbre, comme je cite encore, les sublimes efforts de notre idéalisme pour purifier dans son essence les innombrables hasards de la forme. Sarfati défend ainsi la ligne comme l'antidote à la fragmentation de la réalité et à la dissolution de formes mise en œuvre par l'impressionnisme. Selon la critique, l'emploi de la ligne et la définition des volumes fournissent à l'artiste les moyens d'ordonner, de hiérarchiser la réalité, de faire ressortir l'homme comme le protagoniste éternel. L'art italien se distingue, selon Sarfati, par le fait qu'il est, selon ce mot, un art de synthèse, créateur de thèmes et de schémas, et non pas conteur d'anecdotes. Il n'attendrit pas en racontant des histoires comme l'art analytique septentrional, qu'elle définit un art contaminé par la littérature de périodes décadentes. La tâche de l'art est de transfigurer le monde réel et jusqu'à dans sa dimension la plus ordinaire.
Malgré les efforts de Sarfati d'imposer la peinture du Novecento comme l'art officiel du régime fasciste, dès 1929, elle perd le soutien de Mussolini et des responsables de la politique et culturelle. La dissolution du Novecento coïncide avec les retours du futurisme sur la scène artistique. En 1929, Marinetti obtient le titre d'Accademico d'Italia. Cette prestigieuse récompense, qui témoigne d'un regard d'intérêt du Duce en son égard, lui permet de relancer le futurisme qui participera régulièrement aux expositions officielles des Quadriennales de Rome et des Biennales de Venise des années 1930 et 1940. Donc, comment expliquer ces retournements des situations alors que Mussolini avait mis à l'écart les futuristes entre 1922 et 1928 ? Après la période de consolidation du régime, dès 1929, les Duce renforcent la politique étrangère et la politique colonialiste du pays, investissant notamment dans l'aviation, qui devient l'industrie de pointe du régime. Selon l'historien Mario Sneghi, l'aviation constitue la métaphore du fascisme, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi idéologiques. L'armée de l'air incarne les mythes mêmes du régime moussolinien et elle est de plus associée au caractère spirituel du fascisme. Les portraits de l'aviateur Arturo Ferrarini, sculptés en 1929 par Adolfo Wild, expriment cette idéalisation du héros, de l'air par la perfection du modelé et l'intérieur doré. L'aviation sert les tournants colonialistes du régime, qui se fondent sur l'idée que l'Italie doit trouver une colonie de peuplement en Afrique et alimente la rhétorique du Mare Nostrum selon laquelle les fascismes devaient régner sur la Méditerranée. Ces idées de conquête et de domination sont au cœur du manifeste de 1929, Perspective du vol et aéropeinture, à travers lesquels Marinetti relance le futurisme. Ces manifestes se composent de 9 préceptes qui décrivent l'expérience du vol comme les moyens de dépasser les perspectives terrestres et pour créer une réalité absolument nouvelle. Cette nouvelle dimension naît de la perpétuelle mobilité de l'artiste qui aborde l'avion est contraint de représenter sa vision avec, je cite, un profond mépris pour les détails et une nécessité totale des synthèses et des transfigurations. Je vous montre ici 2 toiles emblématiques de la repeinture, la plongée dans la ville de Tullio Crali, qui est exposée ici, et Dynamisme du monde de Gerardo Dottori, un peintre de l'Umbrie, qui représente la vision d'un paysage urbain depuis la carlingue d'un avion et l'abstraction de formes issues d'une vue ascensionnelle. La notion de synthèse est donc théorisée par Umberto Boccioni dès 1914 comme une expérience totalisante de la réalité acquiert une valeur militaire dans les textes affiliés à la repeinture. L'expérience du vol, exaltée comme les moyens d'obtenir une vision synthétique des paysages terrestres, va de pair avec une esthétique guerrière de la domination. Cette idée de synthèse est récurrente dans les manifestes et dans les textes des futuristes des années 1930 et 1940 et donne même les titres à une œuvre qu'Enrico Brampolini expose en 1934 lors de la première exposition nationale de la plastique murale pour les travaux publics fascistes. Synthèse cosmique de l'idée fasciste, il s'agit d'un totem de marbre noir orné d'un fascio littorio, symbole du fascisme, et du leitmotiv de la sphère, symbolisant l'esprit, qui se détache de lignes de fer dessinant les contours d'une forme organique. Ce monument est érigé devant un panneau rassemblant 6 photographies qui représentent autant des scènes emblématiques du régime fasciste. La cosmogonie, thème de prédilection de Brampolini, théoricien de l'idéalisme cosmique, révèle ici toute sa valeur politique alors que les forces cosmiques surgissent de l'avènement du fascisme capable de rassembler les masses. C'est le corpus théorique écrit par Marinetti en relation à la question coloniale que le terme de synthèse revient avec le plus d'insistance. Dans les catalogues des expositions coloniales de 1931 et de 1935, ainsi que dans les manifestes dédiés à la guerre éthiopienne comme Poésie plastique, musique, architecture africaine, Invitation à la guerre africaine ou encore dans les poèmes africains de la division 28 octobre que Marinetti publie en revenant du front éthiopien, Marinetti prône les paysages aérofuturistes comme les seuls pouvant capturer et transfigurer synthétiquement les différentes atmosphères africaines. La repeinture et la notion de synthèse prennent ici toute leur dimension politique. Le terme de synthèse est utilisé par Marinetti comme les synonymes de la conquête militaire du fascisme, comme si cette attitude à synthétiser des paysages préfigurait leur réelle conquête. Il parle, je cite, d'une Afrique transfigurée, synthétisée, vivifiée par les dynamismes spirituels fascistes qui se distinguent aujourd'hui dans le monde. La toile d'Ivano Gambini, les déserts, les deux époques,
représente un avion qui survole un colisée imaginaire au milieu du désert. Derrière cette image lyrique, il faut les rappeler, la réalité historique de la violence des actions militaires de l'aviation fasciste qui décima la population éthiopienne par l'utilisation des gaz mortiers, en particulier les gaz moutarde. Donc, je vais conclure en vous montrant ces paysages de Camille Pissarro, la place du théâtre français de 1898. Donc, et je les prends comme ces contre-champs esthétiques qui m'a permis de réfléchir. Et il est frappant de constater à quel point cette image va à l'encontre de la définition de l'homme donnée en 1932 par la doctrine du fascisme, publiée dans l'encyclopédie italienne et signée par les philosophes Emilio Gentile et Mussolini, je cite. Donc je la prends comme un contre-exemple de ce que je vais lire à présent. Anti-individualiste, la conception fasciste prône l'État. Elle est aussi pour l'individu en tant qu'il fait corps avec l'État, conscience et volonté universelle de l'homme dans son existence historique. Pour les fascistes, tout est dans l'État, et rien d'humain ou de spirituel, pour autant qu'il ait de la valeur, n'existe en dehors de l'État. Dans ce sens, le fascisme est totalitaire, et l'État fasciste, synthèse et unité de toute valeur, interprète, développe et donne puissance à la vie tout entière du peuple. Donc c'est les mouvements aléatoires et ces personnages... Finalement, ces individus qui font leur vie dans ces quotidiens, donc, qui me semblaient vraiment un contrepoint contre cette définition de l'homme dans la doctrine du fascisme. Et je m'arrête là. Merci.